Bonjour à tous, je me trouve ici devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris où va se dérouler dans quelques instants le procès d'une journaliste du journal Le Monde, Ariane Chemin, qui avait qualifié dans l'un de ses articles le professeur Faurisson de faussaire de l'histoire, de falsificateur et de menteur professionnel. Pour ces termes, le professeur Faurisson a porté plainte contre la journaliste pour diffamation. Nous allons voir comment ce procès va se dérouler. Nous savons que vont défiler à la barre Claude Lanzmann et Serge Klarsfeld en qualité de témoins. Nous allons voir si ce n'est pas un énième procès du professeur Faurisson auquel nous allons assister. Dans tous les cas, nous allons voir quelles seront les réquisitions du ministère public. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors quelques mots sur cette audience. Cette fois-ci, c'est vous qui attaquez. Oui, je porte plainte contre le journal Le Monde, la journaliste du Monde qui s'appelle Ariane Chemin. J'estime que ces gens m'ont diffamé en osant dire notamment que j'étais un faussaire de l'histoire, un menteur professionnel et un falsificateur. Voilà. Chose qui n'a jamais été, comment dirais-je... Aucun tribunal, aucune cour n'a jamais décrété que j'étais un faussaire, un falsificateur, un menteur. On m'a reproché de ne pas tenir compte de la loi Guessot, par exemple, qui interdit la contestation des crimes contre l'humanité tels que définis par les vainqueurs contre les vaincus, où on m'a reproché ou diffamation raciale ou ce que vous voudrez, mais loin de me trouver en une quarantaine d'années la moindre tricherie, le moindre mensonge, eh bien, il est arrivé que, par exemple, en 1983, on rende hommage à la qualité de mon travail. C'est même ce qui a affolé la partie adverse et qui l'a conduit à penser qu'il nous faut vraiment une loi spéciale contre cet individu. Pourquoi on a la présence aujourd'hui de Klarsfeld ? Alors, lorsque vous diffamez quelqu'un, ça porte atteinte à son honneur, mais vous pouvez estimer que ce que vous dites correspond à la réalité. Et ça, c'est à vous de le prouver. Et pour administrer cette preuve, le prévenu, Ariane Chemin, a fait citer Claude Lanzmann, Serge Klarsfeld, Laurent Joly, Valérie Gounet et Vievorka. Voilà. Donc on attend qu'elle nous apporte une preuve de faux, de falsification, de mensonge, ne serait-ce qu'un mensonge. Je voudrais vous rapporter en substance ce qu'a décidé la première chambre de la Cour d'appel de Paris, section A, le 26 avril 1983. La valeur des conclusions défendues par M. Faurisson, sous-entendu sur la question des chambres à gaz, relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. C'est extraordinaire. Un Faurisson en pleine forme, malgré son grand âge, déjà. Très précis sur les faits, très précis sur tout ce qui a été établi par rapport à ce qu'il défend, à la thèse sur les chambres à gaz, au révisionnisme, et pas au négationnisme, un terme que j'aime pas du tout, un terme qui sous-entend, il nie l'évidence, alors que c'est du révisionnisme, on révise l'histoire, et tout bon historien doit être révisionniste à la base. Et ce qui m'a frappé surtout, parce que j'avais jamais assisté à un procès, c'est l'incompétence du clan d'en face en fait. C'est le bégaiement, il se trompe sur les dates, il donne aucune précision, il traite Faurisson de menteur et d'imprécision alors qu'eux sont super imprécis, ils sont impartiels. C'est fou de voir à quel point ils sont incompétents et malhonnêtes à l'égard de Faurisson. On a assisté à des séances de malhonnêteté, de mensonges, de diffamation, comme ça n'existe pas. En fait, la question que moi je me pose sérieusement, c'est de savoir qui est le plus négationniste entre les deux camps. Parce qu'on dit que M. Faurisson est négationniste par rapport aux chambres à gaz. Mais M. Faurisson a eu des débats très sérieux avec deux témoins qui étaient des historiens, enfin, qui se disaient soi-disant historiennes,
et qu'il a posé des questions très concrètes et qu'à chaque fois, ils ont toujours botté en touche. Donc la négation, c'est quoi le vrai terme de la négation? C'est toujours nier, entre guillemets, la réponse ou une certaine réalité. Donc sérieusement, par rapport à cet ensemble de malhonnêteté que j'ai vu, qui est le plus négationniste entre les deux camps en fait? C'est ça que je me demande. Et donc de par ce fait, voilà, c'est pas M. Forisson qui porte plainte, c'est on porte plainte contre M. Forisson en cause. Et c'est ça, et notamment avec le parti pris des juges qui est juste honteux, quoi. Franchement, c'est honteux qu'en France, on peut considérer l'administration judiciaire comme ça, quoi. C'est juste incroyable. C'est une parodie de justice. Et le pire dans ça, c'est de voir les 3 juges, quand Robert Forisson il parle, ils se mettent en retrait comme ça, ils attendent que ça passe, ils en ont rien à foutre, quoi. Et après, quand il y a les autres qui sont venus parler, ils étaient tous les 3 les coudes comme ça, en situation ils étaient subjugués, quoi. C'était comme s'ils recevaient la parole, quoi. En même temps, ils notaient, alors qu'ils n'avaient rien noté pendant tout ce que Robert parlait, tout, ils notaient pas. Je me dis, bon, même la greffière, j'ai regardé, elle notait pas. Et eux, après, quand l'autre s'est mis à parler, elle notait. Et j'ai bien réfléchi, je pense qu'ils notent tout, parce qu'après, il va falloir qu'ils fassent un compte-rendu, il va falloir qu'ils écrivent quelque chose. Et ce qu'ils ont noté, c'est les arguments, mais ils n'ont pas fait un équilibre. J'imagine que c'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. Moi, je ne suis pas habitué des tribunaux, hein, mais je me dis c'est ça normalement le débat. C'est que tout le monde doit pouvoir s'exprimer et à la fin, ils doivent trancher. Là, c'est déjà tranché d'avance. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre la réponse. Hein. On sent une haine profonde envers une personne. Il a quel âge? Il a 89 ans, le professeur Forisson. C'est ce que je disais il y a 5 minutes. Je mets au défi n'importe qui, à 89 ans, d'avoir l'aplomb, le courage, le phrasé et l'intelligence de M. Forisson. Quand je vois des personnes qui ont 2 fois moins son âge, pour la plupart des gens qui étaient dans la salle, c'est juste honteux et catastrophique. Le niveau intellectuel en France est en train de couler à un point monstrueux. Il y avait une témoin, a priori c'est la première femme qui a parlé. Bon déjà, Robert Forisson, il a déroulé vraiment précis, quoi, très précis. Elle a été dans le vague total. Elle a écrit une biographie sur Forisson. Elle a écrit une biographie sur Forisson. Alors moi je me suis dit que si elle disait qu'elle était historienne, moi à ce moment-là je suis historien, on est tous historiens. Parce qu'elle ne sait pas parler. Elle dit c'était pas construit son dialogue, quoi. Et comment on peut opposer? Elle essayait à la fin c'était très intéressant parce qu'elle a accusé de plein de choses et l'avocat de Robert Forisson il a dit mais est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Elle n'a pas cité un seul exemple, elle n'a pas pu répondre à un seul exemple. Elle avait accusé d'utiliser plein de documents qui, soi-disant, elle ne disait pas qu'il falsifiait, mais elle disait qu'il tronquait les documents qu'il utilisait. Et après on lui a dit, mais donnez-nous des exemples, citez un document qui aurait été tronqué. Elle n'a pas pu répondre. Et après, quand Robert a voulu parler, l'avocate son avocate, elle a dit non, elle a un train à prendre, faut qu'elle s'en aille et tout. Et la juge a appuyé en disant non, faut qu'elle y aille, allez-y. Des gens extrêmement puissants, extrêmement riches, vont passer au crible tous ses écrits et même toute son existence. Et vont essayer de prouver qu'il s'agit d'un personnage particulièrement répugnant, particulièrement menteur, tricheur et tout ce que vous voudrez. Ils vont tout passer au crible. Et ils ne trouvent rien qui puisse convaincre la Cour d'appel de Paris. C'est un exemple. Très bien. C'est un satisfecit auquel je ne m'attendais pas. C'est passionnant, c'est rare que Forisson ait l'occasion de se retrouver en contradiction avec des historiens de profession et qui sont obligés de débattre finalement des thèses de Forisson ès-qualité. L'instrumentalisation politique de la Shoah depuis Nuremberg, finalement c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que les Juifs ont été accusés pendant 2000 ans d'être éternellement les meurtriers de Jésus et désormais ce sont les États qui sont les héritiers institutionnels de l'Église qui sont accusés d'être éternellement coupables d'un judéocide. Et ça nous enseigne une chose, c'est que la légitimité du pouvoir se fonde sur le statut des morts. Et c'est vrai dans les cultes des morts chinois, dans les cultes des morts des sociétés traditionnelles, et c'est aussi vrai chez nous, qui nous prétendons libérés de toute ascendance, descendant du bon sauvage de Rousseau, qui est présenté sans parentèle, sans ascendance, sans descendance, ou de l'observateur de Laplace, en dehors de l'espace et du temps, finalement, c'est malgré tout le statut des morts qui légitime le pouvoir. Alors maître. Oui, alors une chose importante, notable, c'est que la prévenue a produit des témoins.
de manière à attester qu'effectivement Robert Faurisson est bien un menteur, un falsificateur et un faussaire. Parmi ces témoins, deux ne sont pas venus. Claude Lanzmann et Serge Klarsfeld ne sont pas venus. Mais Annette Vievorka était là et nous avons assisté à quelque chose d'historique aujourd'hui, c'est à un débat entre historiens. Et donc on avait des échanges d'arguments entre Robert Faurisson et Annette Vievorka. Ce qui signifie que la sommation des 34 historiens de 1979, disant qu'il ne saurait y avoir de débat sur l'existence ou non des chambres à gaz, est remise en question. Et la présidente du tribunal elle-même, Madame Sirodonnet-Garnier, a procédé à, alors ça va être la suite qui va le montrer, à un questionnement qui relève aussi de l'histoire, c'est-à-dire le magistrat, pour une fois, alors que d'habitude les magistrats se l'interdisent, le magistrat s'est interrogé, a posé des questions, a avancé des arguments, et là aussi nous avons eu une discussion et un débat sur l'existence ou non des chambres à gaz. C'est quand même un événement. On a laissé mes questions carrément sans réponse. Je ne sais pas, me répondaient-ils les uns après les autres. Si vous ne savez pas, taisez-vous. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça, circulez, il n'y a rien à voir. Voilà la réponse. Ils sont nuls. Mais c'est dramatique la nullité de ces gens. Dramatique. Est-ce que les juges sont impartiaux ? Ah ça, je ne réponds jamais à cette question. S'il vous plaît, do you believe au Père Noël ? Juste, il faut noter qu'effectivement, cet objet historique, cette chose étudiée, débattue, c'est une catastrophe, c'est un drame, c'est quand même des déportations, c'est des gens qui meurent, c'est triste. Bon. Et on a observé donc que le prévenu, Ariane Chemin, versait des larmes, était en larmes lorsque le professeur Faurisson était en train d'entrer dans des explications scientifiques sur le domaine. Voilà. Ariane Chemin qui se trouve d'ailleurs derrière nous. On va aller voir. C'est pas ma cliente. Ah bon ? Bonjour. Alors Madame Chemin, est-ce que vous acceptez un petit entretien avec ce journaliste ? C'est égalité et réconciliation. Oui, tout à fait. Non, merci. Pourquoi ? Sans façon. Parce que je ne parle à personne. D'accord. Voilà. Merci. L'audience vient de se terminer, donc le professeur Faurisson va sortir, on va essayer de lui parler, ça fait 8 heures. 8 heures d'audience, il est 21h30, l'audience a commencé à 13h30. Bravo. Professeur, une déclaration. Cher ami, je me suis demandé si par moment les avocats de la partie adverse n'étaient pas mes avocats. Certains ont plaidé d'une façon absolument lamentable, ne parlant pas même le français, bafouillant d'une façon incroyable. Tenez, je suis approuvé par un Britannique, mais qui connaît parfaitement la langue française. C'est stupéfiant de nullité. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le dernier avocat. C'est sublime. Il leur a dit, oui, il a dit, d'abord, vous vous êtes fait avoir, tous. Moi, je suis novice dans l'affaire, mais je suis beaucoup plus intelligent que vous. J'ai tout compris. Et oui, puisque au sortir de la guerre en 45-46, les juges de Nuremberg ont dit « Ceci est la vérité ». Parmi ces vérités, il y avait, bien entendu, Katyn. Oui, bien sûr. Alors, il y a un mot qu'il a employé constamment, c'est le mot de simple. Il s'est adressé aux gens du tribunal en disant « Mais c'est quand même curieux, vous ne comprenez pas les choses les plus simples. Heureusement, vous m'avez. » Et oui, j'arrive et puis je vous dis « Nuremberg dixit ». C'est même la volonté des prévenus, de l'avocat des prévenus, d'en faire une audience historique, puisqu'on a demandé au tribunal de se prononcer
sur la vérité historique, une bonne fois pour toutes, enfin, ou alors une fois parmi d'autres, pour cette fois en tout cas, de dire quelle est la vérité, et ensuite d'estimer... En établissant que Robert Forisson était un faussaire. Ça c'est le second temps. Et c'est pas tout, parce que ensuite il s'agit de dire que contester cette vérité serait de la falsification. La vérité en cause étant à la fois, alors, un temps l'existence des chambres à gaz, un autre temps l'existence du génocide. Le génocide étant une catégorie juridique, et comme toutes les notions juridiques, ça reste une notion à interpréter. Donc on peut toujours discuter, puisque comme ça a été rappelé par le professeur Forisson, il n'a jamais contesté évidemment tous les drames de la Seconde Guerre mondiale, les déportations, les camps, le typhus, les morts, etc. etc., etc. Voilà. Très bien. Et quelles pourraient être les suites de cette audience ? Alors, on a plusieurs suites possibles. On peut avoir une condamnation du journaliste du Monde pour diffamation, donc pour avoir porté atteinte à l'honneur et à la considération de Robert Forisson, première solution. Deuxième solution, on peut avoir une relaxe au bénéfice de la bonne foi, c'est-à-dire qu'elle aurait diffamé le professeur, mais elle n'était pas de mauvaise foi. C'est ce qui est arrivé jusqu'à présent dans toutes les décisions, dans tous les procès qu'il y a eu, c'était ce cas de figure. Et puis ce que la prévenue a demandé au magistrat, c'est d'établir, alors là, une décision historique, en recevant l'exceptio veritatis, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire le fait que le professeur Forisson serait réellement, d'après des faits concrets, un falsificateur, et à ce titre, de relaxer les journalistes parce qu'il n'y a pas de diffamation. La journaliste du Monde a déclaré à plusieurs reprises, et suite à vos questions, qu'elle venait de l'école de la République et que c'était là qu'elle avait appris l'histoire, notamment de la Shoah, et que c'était pour cette raison-là qu'elle avait écrit cet article sur Robert Forisson. C'était très significatif. Et que dans son enquête, pour aller plus loin, elle ne s'est absolument pas intéressée aux travaux historiques et quoi que ce soit, et même à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et dès lors que le professeur Robert Forisson a voulu l'entraîner sur ce terrain, ça l'a horrifiée. Elle a eu un haut-le-cœur. Elle a eu un haut-le-cœur et elle a fui. Et encore aujourd'hui, elle a dit qu'elle avait à nouveau eu ce haut-le-cœur. Je peux témoigner, je l'ai vu verser des larmes. Voilà. Donc, on a appris dans les écoles, à l'école primaire, au collège, au lycée, des choses que les gens tiennent pour vraiment acquis. Voilà. Et effectivement, ça leur fait dire, mais Robert Forisson est un falsificateur. Maître, merci beaucoup. Je vous en prie.